Bonjour. Cette 8e leçon de philosophie de la nature nous fait entrer dans la philosophie de la nature proprement dite. Nous délaissons donc les rappels de logique qui ont occupé les 7 premières leçons, et peut-être que certaines des personnes qui vont être amenées à regarder cette vidéo ne sont pas passées, c'est leur choix, par les 7 premières leçons parce qu'elles ne souhaitaient pas recevoir ces rappels de logique qui voulaient être utiles, mais à vrai dire ne sont peut-être pas vraiment nécessaires. Bon, alors nous voici donc dans cette philosophie de la nature, et cette vidéo va être consacrée à l'introduction, bien sûr. Et pour cette introduction, nous commençons par une rétrospective. Une rétrospective sur ce que fut peut-être notre propre instruction à l'école, et une rétrospective sur ce qu'est en général la formation intellectuelle de la jeunesse dans le cycle secondaire et le cycle supérieur. Que remarque-t-on en particulier? Eh bien, on remarque que les études de philosophie sont au terme de la formation et de l'instruction. Elles viennent après d'autres sciences, d'autres savoirs, comme bien sûr le français, les langues, mais aussi les sciences naturelles, les sciences physiques. On termine par la philosophie parce qu'elle est plus difficile et parce qu'elle exige aussi une certaine maturité. Or, ce progrès, ce cursus, ces étapes que l'on franchit quand on est jeune, si l'on va jusqu'au cycle universitaire, au moins dans le cycle secondaire, si on va jusqu'à la philosophie, eh bien, est aussi ce que l'on peut observer, cette progression dans l'histoire de l'humanité. L'humanité, finalement, est passée un peu par les mêmes étapes. Elle a commencé par s'intéresser à d'autres choses que la philosophie. Ça n'est que assez tardivement qu'elle a philosophé. Précisément au 7e siècle, c'est à cette époque, avant Jésus-Christ bien sûr, que l'on remarque les premiers linéaments de la philosophie. Alors, bien sûr, pour les auditeurs qui sont catholiques et qui m'écoutent, une question se pose spontanément dès le début. Que dire alors de la création de l'homme? Que dire du premier homme, Adam? Car la Genèse nous enseigne que notre ancêtre commun a reçu, outre la capacité naturelle de la raison qui est le partage de tous les hommes, un mode de connaissance particulier, privilégié, unique, même Ève ne l'a pas eu, à savoir ce qu'on appelle en théologie la science infuse. En vertu de cette connaissance qu'il a reçue immédiatement, qu'il n'a pas eu besoin d'acquérir progressivement ou par lui-même, en vertu de cette connaissance qu'il avait, il était en mesure de savoir ce qui était nécessaire à son rôle de premier père de l'humanité. Et nous le voyons nommer donc les animaux. C'est un indice de cette science infuse qu'il a reçue. Cette science infuse comprenait-elle des vérités philosophiques? Au moins certaines, c'est probable. Mais les a-t-il transmises? Eh bien, il semblerait que peu de connaissances philosophiques nous aient été transmises par ses descendants dans la suite des temps, et que les connaissances vraiment surnaturelles de cette révélation primitive soient l'essentiel de ce qui est fait l'objet de l'enseignement et d'une tradition orale fidèle à notre arrière-arrière-arrière-grand-père, à ce qu'il avait reçu de Dieu au jardin d'Éden. Alors, cela veut dire que cette toute première étape, ce commencement de l'humanité, ne doit pas vraiment intervenir dans l'histoire de la philosophie. Nous fermons cette parenthèse et cela nous permet de dater l'histoire de la philosophie de la même façon que le font les livres traitant de ce sujet, à savoir, comme je vous l'ai dit à l'instant, du 7e siècle avant Jésus-Christ. La parenthèse qui vient d'être faite porte sur la révélation, sur la foi chrétienne. On pourra s'en étonner, puisque nous sommes ici en philosophie et
la philosophie ne s'appuie pas sur les données de la révélation. Elles exercent un certain rôle, c'est vrai, dans la philosophie chrétienne, ces données de la révélation, mais pas celui-là en tout cas. Et c'est bien pour ça que nous avons appelé cette digression une parenthèse. Nous l'avons voulu, nous l'avons donnée parce qu'elle devait être faite. Mais il est bien clair que la philosophie demande l'exercice de la raison naturelle, d'après l'observation, l'activité des sens qui prélude à l'action de l'intelligence. Nous ne sortirons bien sûr pas de la philosophie dans les leçons qui viendront, sauf pour des parenthèses, encore une fois. Alors voilà ce 7e siècle avant Jésus-Christ, qui marque le début de la philosophie, avec un nom. Ce nom, c'est celui de Thalès. C'est assez clair que même si la Grèce antique a reçu de la Chaldée, de l'Égypte, de quelques civilisations peu nombreuses et plus riches qu'elle sous certains rapports à cette époque, elle a reçu de cela, mais on compte comme premier philosophe Thalès, et non pas l'un de ces anciens représentants de la sagesse qui l'ont précédé dans d'autres territoires. Alors nous voici avec Thalès. Thalès est un habitant d'une ville de l'Asie mineure qui s'appelle Milet. Et Milet, dans cette Asie mineure, cette portion de l'Asie mineure qui est aussi en fait aujourd'hui la Turquie, se trouve dans une région qui est l'Ionie. Donc Milet se trouve dans l'Ionie, l'Ionie est en Asie mineure, et nous sommes ici sur une ville qui est à 5 km de la mer Méditerranée, sur la côte sud-ouest de l'actuelle Turquie. Milet est compté habituellement dans les villes grecques. Cela pourra étonner, car la Turquie est certes limitrophe de la Grèce par un court détroit, mais ça n'est pas la même chose. Il faut reconnaître que, cependant, dès cette époque, le 7e siècle avant Jésus-Christ, il est du milieu du 7e siècle, il est né vers 650, moins 650, et bien dès cette époque, de nombreuses villes ont éclos dans des régions autres que la Grèce, dépendant de la civilisation grecque, parce qu'elle s'était octroyé le droit d'aller coloniser des terres pour des motifs économiques, démographiques. Milet est une ancienne colonie qui a d'ailleurs elle-même essaimé, puisqu'il y a quelques villes, en particulier sur la mer Noire, qui sont des colonies de cette colonie de Milet. Milet est donc hellénisé. Et Thalès est un nom grec. Nous disons dans une première approximation donc que Milet est en Grèce. Alors voilà ce personnage Thalès dont nous savons quelque chose, nous ne savons pas tout, et qui naît dans cette ville de Milet dans un cadre assez extraordinaire, la belle mer de Méditerranée, un pays riche, une civilisation prospère. Que fait-il? On sait que beaucoup de Grecs s'adonnaient à l'agriculture, métier considéré dans cette civilisation d'alors. D'autres étaient artisans, d'autres, bien sûr, on le devine, pêcheurs. On ne sait guère quelle était l'activité de Thalès, professionnelle, je veux dire, s'il en avait une autre que la philosophie. En tout cas, il était assez aisé et disposait d'assez de temps, personnellement, pour se consacrer à l'étude des choses. Il était sans doute de la partie la plus fortunée de la population, on peut le deviner. Le voilà donc qui voyage, et ces voyages sont un indice de son aise financière, on peut aussi l'avancer sans risque de se tromper. Il voyage jusqu'en Égypte, et en Égypte, devant la grande pyramide de Gizeh, il va découvrir le théorème de Thalès, dont nous avons tous entendu parler dans nos études mathématiques. Il va aussi recueillir de l'Égypte des données scientifiques qui vont l'ancrer dans cet intérêt qu'il a
et pour la mathématique, et pour la physique, pour les sciences physiques en général. Il va s'intéresser aux éclipses, aux phases de la Lune. On lui doit un certain nombre d'acquis, même si on n'a eu que quelques fragments, pas toujours certains, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a dit. Il reste que c'était un grand savant pour l'époque. Il va donc s'intéresser aux choses de la nature, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Cette Grèce est un miracle, comme on a pu le dire, non seulement en philosophie, non seulement en littérature, non seulement même en histoire, mais aussi dans les sciences. Et cet homme est un physicien, parce qu'il s'intéresse à la nature, aux sciences de la nature, et sur cette nature, il réfléchit allant plus loin que les sciences physiques. C'est quoi ce plus loin? Eh bien, Thalès remarque que l'eau se trouve partout. Les êtres vivants, nous le savons, sont constitués de beaucoup d'eau. L'humidité traverse tout l'entourage, tout le cadre de la vie de Thalès et de la nôtre. Les plantes s'abreuvent d'eau qu'elles puisent dans la terre, les animaux boivent, les hommes boivent aussi. Cette eau de la terre, on la recueille ou alors elle est reçue par le sol depuis le ciel, la pluie, il y a des nappes. La Grèce, la péninsule du Péloponnèse et l'Asie mineure donc côtoient la mer de la Méditerranée. L'eau est partout. L'eau est partout et cela mène Thalès à se demander si finalement ces circuits si prolongés, si développés de l'eau qui tombe du ciel, qui va dans la plante, qui ensuite va nourrir des êtres vivants qui vont mourir, qui vont restituer l'eau à la terre, et cette eau va s'évaporer, je ne sais. Bref, l'eau circule beaucoup, alors est-ce que l'eau ne serait pas le constitutif premier de toute chose? Bien plus tard, un auteur français, Antoine de Saint-Exupéry, s'écrira, je crois dans Citadelle, l'eau n'est pas nécessaire à la vie, l'eau est la vie. C'est un raccourci, c'est une hyperbole, mais ça dit les choses, et c'est peut-être ce qui a frappé Thalès, qui a étendu cette supputation non seulement au vivant, mais à ce qui n'est pas vivant, à l'inerte. C'était audacieux, mais cela représentait un certain appétit des explications profondes, de l'au-delà des apparences, de l'au-delà même des connaissances scientifiques usuelles qui servent à nous renseigner sur l'univers et aussi à développer les techniques qui facilitent notre vie quotidienne, qui diminuent le travail, qui permettent les transports. Bref, c'est une première réflexion philosophique que nous avons. D'ailleurs, ce Thalès ira un petit peu plus loin que cette pure suggestion d'un principe unique à toute chose. Il dira qu'il y a une sorte de force divine qui anime la matière, qui animait la matière primitive, et toutes les modifications que nous voyons autour de nous, lorsque une chose semble naître, lorsqu'elle semble mourir, ce ne sont finalement que des modifications de cette matière primitive. Là, nous avons sans aucun doute des réflexions de type philosophique. On essaie d'aller au constitutif des choses, on essaie d'aller au profond des choses, on essaie de donner des réponses ultimes qui nous permettent d'embrasser un regard de recul, de synthèse sur l'ensemble de la réalité qui nous entoure et qui nous permet également de satisfaire aux grandes questions de l'existence et de nous permettre de vivre. Thalès nous a laissé quelques réflexions d'ordre moral, je vous en livre une, elle n'est sans doute pas d'une pertinence et d'une profondeur exceptionnelle, mais tout de même, il a dit « Pour bien vivre, il faut s'abstenir des choses qu'on trouve répréhensibles dans les autres. » Voilà, une sagesse pratique qui vient compléter sa sagesse spéculative. Il fut si bien philosophe qu'il fonda une école, il eut un disciple dans la personne d'Anaximandre, qui lui-même eut un disciple dans la
personnes d'Anaximène, on les appelle les physiciens, cette école d'Ionie ou de Milet, cette école ionienne, est la première école, peut-on dire, de philosophie. Elle s'est intéressée à quoi? Elle s'est intéressée au cosmos, c'est-à-dire à l'univers. Et elle peut s'appeler déjà, nous l'appelons déjà, cosmologie. Alors voilà ce qu'a fait Thalès. Il a essayé de saisir les constitutifs des choses. Nous voyons bien que les premières réflexions philosophiques portent sur la philosophie de la nature. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, lorsque dans des universités qui essaient d'établir un programme philosophique adéquat au processus naturel de la réflexion et de la recherche, eh bien on commence par la philosophie de la nature, la logique étant mise à part, elle n'est pas vraiment philosophie, on commence par la philosophie de la nature avant de passer aux autres domaines de la philosophie. C'est ce qu'a fait Thalès, c'est ce qu'a fait la philosophie. Alors, voilà ce que c'est que cette philosophie. Nous la commençons avec Thalès, qui s'est sans doute trompé, parce que l'eau n'est pas le principe de toute chose, mais qui a quand même inauguré ce domaine du savoir. Et à quoi s'intéresse-t-elle véritablement, précisément? Elle s'intéresse à l'univers, à toutes les choses qui composent le monde que nous voyons, et sans doute cela inclut non seulement notre bonne vieille Terre, non seulement l'air qui est au-dessus de nos têtes, mais les astres, les étendues ténébreuses qui sont au-dessus de la Terre, dans lesquelles ces lumières, je dis les choses telles qu'elles lui apparaissaient, ces lumières scintillent, ce cadre dans lequel sied le soleil, sied la lune, bref, le ciel au-dessus de nos têtes. C'est aussi ça qui intéresse la philosophie de la nature. La philosophie, finalement, de la nature, cette matière que nous introduisons aujourd'hui, eh bien, s'applique au cosmos en général, à tous les êtres de l'univers. De ce point de vue, elle est très large. Il faut tout de même faire une exception, c'est qu'il y a des êtres dans l'univers qui ne l'intéressent pas directement. En effet, le cosmos se comprend des êtres minéraux, inertes, des êtres vivants, disposés dans les règnes végétaux, animaux, et les hommes donc sont au sommet du règne animal, mais il comporte aussi des produits de l'activité humaine, ces produits qu'on appelle les artefacts, les objets artificiels. Et ça, chacun sait, que l'artificiel s'oppose au naturel, en précisément l'artefact, les objets artificiels, donc les objets manufacturés, pour dire d'un mot, que produit l'humanité depuis toujours, ces objets ne l'intéressent pas, n'intéressent pas la philosophie de la nature. Donc même si aujourd'hui, il se trouve des satellites qui tournent autour de nous, et même paraît-il des satellites en forme de voiture, on fait n'importe quoi, j'allais dire, eh bien, ces choses-là n'intéressent pas la philosophie de la nature. Elles ne s'intéressent qu'aux choses de la nature, et non pas aux produits des hommes. Alors comment va-t-on l'appeler? On l'appelle parfois cosmologie. Logos signifie l'étude, la science, le concept, la connaissance, et cosmos, l'univers. Effectivement, comme elle cherche à connaître l'univers, ce nom lui est mérité. Il ne sera pas celui que nous garderons parce que il intrigue plus qu'il n'attire. Le deuxième mot reçu, c'est celui de physique. Physique vient de physis, en grec, qui signifie la nature, et de physike, qui signifie la science de la nature, la philosophie de la nature. Donc physike, en grec, c'est la philosophie de la nature. Donc c'est naturel d'appeler la philosophie de la nature physique, cette science que nous commençons. Mais la difficulté, c'est que ce mot de physique est utilisé, on le sait bien, pour bien d'autres choses, pour tous les domaines des sciences physiques, que sont la physique des matériaux, la physique nucléaire, la physique expérimentale, la mécanique. Alors, nous laissons donc la physique à ces sciences-là, et pour désigner ce premier degré de l'abstraction proprement dit
occupés par la philosophie de la nature, nous garderons ce mot simplement de philosophie de la nature. Ce sera ce terme que nous choisirons et sur lequel nous resterons le plus souvent. Donc bienvenue en philosophie de la nature, et la prochaine fois, eh bien, nous ayant franchi cette introduction, nous continuerons par la découverte des premiers principes et de ce qu'il faut entendre par là. À bientôt donc, merci d'avoir écouté cette vidéo et que Dieu nous bénisse.